marine, on est là ma gueule. On a fait plus vite que les Allemands, on a pris Paris en 3 heures. Les Allemands ils l'ont pris en 24 heures en 1940. Tom Olivier, ils sont venus pour gagner. Round 1. D'autre part, vous parlez d'une ferveur populaire, c'est pas une ferveur populaire, c'est une ferveur algérienne. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Non, mais vous avez vu la gueule des Champs-Élysées la veille le soir de la victoire? Non, c'était pas les Champs-Élysées, c'était... Non, mais là, avant-hier, là. Non, c'était les Champs-Élysées, j'y étais. Et j'ai même pris une vidéo. J'ai pris une vidéo. Mais qu'est-ce que vous sous-entendez, monsieur? Je sous-entends qu'on est en France. Voilà. Bah et alors? Et est-ce que vous pensez que Et ça se donc passe moi, comment si en vous voulez, ça me Algérie gêne. Parce que, alors, essayez d'aller manifester votre joie en tant que Française avec des drapeaux français en Algérie et on en reparlera. Mais attendez, mais on est en train de parler complètement de deux choses différentes. De deux choses différentes. Non. On va vous montrer les images de Parce que c'est Marseille un il y a problème quelques qui est années. sport, pas Défilé la nationalité des gens qui manifestent Pas du leurs tout, origines. justement. Là, ce que vous voyez là, c'est les débordements de lave d'un volcan identitaire qui va pas tarder à exploser. Alors, C'est ça ce que je veux pardon, vous dire. Monsieur Messia, moi je suis pas là pour donner mon avis. Simplement, vous avez à côté de vous un policier qui est syndicaliste et qui vous dit il y a eu des arrestations, des interpellations, des gardes à vue. Qui sont des arrestations, des interpellations et des gardes à vue de casseurs. Je respecte l'avis de monsieur. L'avis de monsieur. C'est pas l'avis. Le monsieur, il est sur le terrain tous les jours. C'est un professionnel de l'ordre public. Moi, je suis pas un professionnel de l'ordre public. Moi, je suis là pour parler de politique. Or, ce qui se passe ne se réduit pas, c'est ce que j'essaie d'expliquer, ça ne se réduit pas à des considérations exclusives d'ordre public. Il y a derrière des considérations migratoires, des considérations identitaires. Il y a eu tout un tas de symboles. À Tours, il y a un drapeau français qui est descendu. En France ou à tous les Français d'origine étrangère en France, vous n'avez pas le droit de manifester. Caricaturer la position de l'interlocuteur, exagérer ses propos ou simplifier à outrance son discours, voilà bien une stratégie déloyale mais diablement efficace. Parce que ces gens-là sont français pour la plupart d'entre eux. En tout cas, c'est pas en tant que Français qu'ils ont manifesté avant-hier. Peut-être, mais ils ont le droit de manifester. Ils sont français. Non, mais nous, attendez, quand on est français, on manifeste avec un drapeau français. Là, ils ont pas manifesté en tant que français, ils ont manifesté avec un drapeau algérien. Avec les deux, monsieur. Mais non. Essayez dans n'importe quel pays du monde, allez manifester avec un drapeau, si vous êtes française, allez en Algérie, manifester avec un drapeau algérien sur le dos, et on en reparle. Non, mais attendez, il y a et dans n'importe quel pays du Maghreb. Monsieur, il n'y a eu aucune revendication communautariste par rapport aux faits qui ont été faits. Il n'y a eu aucune revendication. C'est leur nationale. Donc on est sur un défilé qui se fait de manière pacifique. Et d'autre part, des casseurs qui viennent en marge utiliser justement la profusion de drapeaux algériens. Vous faites un inacceptable. La profusion de drapeaux algériens, pour vous, c'est pas une revendication communautariste. Mais écoutez, ils ont un drapeau algérien comme ils auraient pu avoir un drapeau de Disneyland. Mais quand le Portugal gagne 1 euro, moi j'ai jamais vu. Mais bien sûr que si, monsieur Messia, comme le Portugal. Non. Je sous-entends qu'on est en France. Avant de continuer à regarder la vidéo, pensez à cliquer sur la clochette si vous vous êtes abonné à ma chaîne. C'est vraiment important pour les youtubeurs nauséabonds de mon acabit qui se font tout doucement pousser vers la sortie de YouTube. Quoi qu'il en soit, on se retrouve tout de suite après la vidéo. Bon visionnage. Mais encore une fois, il est là et il restera là. Oui. Vous avez une interprétation un peu partiale du soutien de certaines catégories à Emmanuel Macron. Quand vous dites que ces catégories-là disent merci à Emmanuel Macron, c'est une interprétation que vous avez personnelle. J'ai posé des questions. Vous avez des questions, voilà. Écoutez bien au début jusqu'à la fin. Non, mais je vois bien ce qu'il y a derrière. Enfin, après... Non mais c'est-à-dire, allez-y. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Non, mais ces catégories-là disent pas merci à Emmanuel Macron. Quand Emmanuel Macron est le président le plus impopulaire de ces dernières législatures, on peut pas dire que le peuple, et notamment les ouvriers, disent merci à Emmanuel Macron. Il va falloir rendre des comptes, les gars. Il va falloir payer. Il y a les Français pour vous, les gars. Il va falloir payer. Ça va vous coûter cher, les gars. Ça va vous coûter très cher, les gars. Et dans la voiture, celle-là. Allez, là. Macron, Nous avions un débat avec Pierre-Henri, le président de France Terre d'Asile, vous savez, cette association immigrationniste. Lorsque nous avions un débat sur l'identité et qu'il semblait en difficulté, il m'a dit oui, Hossam Jean Messia, égyptien, vous avez raison. Et donc il m'a renvoyé à mes origines. Lui qui est un antiraciste patenté, reconnu par le système,
finalement, refuse de me voir en tant que Français. Le deuxième exemple, c'est l'inénarrable sénatrice Esther Benbassa, que j'avais eue devant moi dans une émission à Balance ton poste, et qui, en marge de l'émission, m'a dit « Mais vous êtes d'origine étrangère et vous osez défendre ainsi l'identité française, mais vous devriez vous faire soigner. » Donc, si vous voulez, moi j'en ai marre de ces Fouquier-Tinville qui viennent administrer des leçons de tolérance et d'antiracisme, et qui, à chaque fois qu'ils ont en face d'eux des immigrés assimilés français de cœur, les renvoient à leur origine. Et c'est là où nous découvrons qu'en réalité l'antiracisme n'a absolument pas pour but l'intégration ou l'assimilation des immigrés. Au contraire, ils considèrent que les immigrés doivent rester des objets déifiés sur lesquels ils projettent leurs fantasmes gauchisants, sans que jamais ils ne s'intéressent à leur appropriation de la France. Et dès lors, je termine, dès lors qu'ils s'approprient la France et qu'ils deviennent des Français de cœur, ils sont haïs au même titre que les autres Français. La balance commerciale n'est pas très peu déficitaire. Non, c'est pas vrai. Revoyez vos chiffres, monsieur. 60 milliards d'euros le déficit commercial, si ça c'est peu. C'est là que je voulais en venir. Mais quelqu'un qui m'explique qu'il ne peut pas vivre en France parce qu'il ne peut pas correctement pratiquer sa religion, qu'il ne peut pas manger ce qu'il veut, qu'il ne peut pas s'habiller comme il veut parce que la France a une culture qui n'accepte pas un certain nombre d'attitudes, on ne l'oblige pas à rester en France. Pour revenir au sujet, il y a quand même eu des sondages après l'élection européenne. On a interrogé quand même les Français de savoir, après cette séquence, qu'est-ce qu'ils souhaitaient faire. Il y a quand même une majorité de Français qui souhaitent qu'on dissolve l'Assemblée nationale, une majorité de Français qui souhaitent qu'on change de gouvernement et une majorité de Français qui souhaitent qu'on change de politique. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Pas de changement de gouvernement, pas de dissolution de l'Assemblée nationale, et non seulement on ne va pas changer de politique, mais on va encore l'approfondir. C'est très démocratique. Si ces femmes veulent se baigner en burkini parce que leur religion leur interdit de se baigner autrement, rien ne les oblige à rester en France. Pourquoi forcer la France à accepter ce qu'elle ne veut pas accepter? Alors je veux bien. En France, on se baignait comme ça au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle. Donc les femmes se baignaient comme ça. D'accord. Les femmes n'avaient pas le droit de vote. Donc vous qui êtes progressiste, vous allez m'expliquer que c'est la modernité, le progressisme, de revenir un siècle en arrière. Oh, wow, that one's sticky. C'est ça. D'accord. Donc ça, c'est comme toute la gauche qui nous explique depuis 40 ans que le différentialisme, ça doit être l'avenir de la France, qu'il faut tout accepter, que comme la France n'a pas d'identité, toutes les identités sont les bienvenues, y compris celles qui percutent frontalement notre identité nationale. Moi, je suis pas d'accord avec ça. On voit bien que ça peut servir à rétablir l'ordre, pour reprendre votre terme. Jean Messia, c'est l'objectif aussi, justement, un côté si dissuasif que finalement les gilets jaunes rentreront dans le rang. Moi, j'ai pas de problème avec le principe casseur-payeur. J'entends, c'est un principe parfaitement admissible, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai un problème avec le deux poids deux mesures. C'est-à-dire que quand dans certaines cités de banlieue, on casse des équipements publics, on a des émeutes ou des voitures brûlent, etc., là, il y a une sorte d'immunité diversitaire, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on ne demande jamais à personne de payer. Et lorsqu'on dit, par exemple, on va saisir des allocations familiales ou lorsqu'il y a des dégradations de logements et qu'on veut expulser des familles parce qu'elles ne tiennent pas, prennent pas soin du logement public qu'on leur a attribué, là, c'est une levée de bouclier. Donc, ce que vous dites, madame, je l'entends et je suis parfaitement en accord avec. Par contre, je ne vous vois pas aussi volontaire et aussi vent debout et aussi, passez-moi l'expression, hargneuse lorsqu'il s'agit du même problème mais dans d'autres zones et dans d'autres publics. Valérie Gomez-Bassac. Je vais répondre. Si, je suis de la même façon. Enfin, moi, à titre un accueil digne. Bon, mais pour vous, la gauche, etc. Mais comment ça bien m'accueillir, madame, parce que moi je suis immigré, commencez à bien m'accueillir moi et à me dire bonjour quand j'arrive sur le plateau. Et après, vous donnerez des leçons sur l'immigration. Il faut se comporter de telle façon à se donner les chances de pouvoir réussir. Or, le discours victimaire qui est porté par des pouvoirs que vous encouragez, discours qui consiste à dire parce que vous n'êtes pas blond aux yeux bleus, la France... Alors, chacun son tour, s'il vous plaît. Je termine. Ce discours qui consiste à dire parce que vous n'êtes pas blond aux yeux bleus, parce que vous vous appelez Mohamed, et parce que la France est un pays raciste, de toute façon, quoi que vous fassiez, la France ne reconnaîtra pas. Paul Valette non plus.
Ça, c'est ça le principal danger, parce qu'au bout d'un moment, si vous voulez, il faut aussi se responsabiliser. Passez-moi l'expression, il faut à un moment aussi se bouger les fesses. Voilà, pour aller. La vie n'est facile. La vie n'est facile pour personne. Et les combats qu'on est sûr de perdre sont ceux que l'on ne mène pas. C'est sûr que si je reste chez moi en me disant la France est raciste, et si je fais quoi que ce soit, de toute façon je ne serai pas reconnu, c'est la meilleure façon de ne jamais l'être. C'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Moi, je suis parti du constat que la France n'était pas un pays raciste et que j'avais autant de chance que les autres. Alors ça n'a pas été plus facile pour moi que pour d'autres, mais j'y suis arrivé. À chaque fois, à chaque étape de mon parcours, j'ai tenté 2 fois, 3 fois, 4 fois avant de réussir. Et si j'avais échoué et que j'avais été blond aux yeux bleus, j'aurais dit quoi ? Vous avez, effectivement, au cours des 2 années, vous n'avez pas fait de politique, vous avez fait de la comptabilité. Vous avez maquillé ça en réforme, mais en réalité, c'est des coups de rabot partout pour rentrer dans les clous de Bruxelles définis par le marteau allemand. Voilà le résumé de votre politique. Et ça touche tous les domaines, les retraites, le chômage. Tout est concerné par ce coup de rabot pour rentrer dans les clous de Bruxelles. Vous avez le taux de chômage... Dans le bâtiment. Le taux de chômage des étrangers... Dans l'agroalimentaire. Le chômage des étrangers est déjà de 21%. Alors moi je veux bien, commençons d'abord par mettre au travail les étrangers qui sont déjà surreprésentés dans nos statistiques du chômage avant de faire venir des étrangers supplémentaires. Aujourd'hui, si vous voulez, les étrangers, les populations d'origine... Attention, il y a étrangers et immigrés, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, les étrangers sont surreprésentés dans le chômage, dans l'utilisation des minima sociaux, dans l'utilisation des HLM. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que l'immigration est une chance pour la France. Elle le fut, sans doute, il y a plusieurs dizaines d'années. Mais aujourd'hui, avec une économie qui tourne au ralenti, avec un taux de chômage de masse sur le long terme, on ne peut pas considérer que l'apport d'immigrés supplémentaires, alors même que les immigrés qui sont déjà chez nous ont tant de mal d'abord à s'assimiler, à s'intégrer économiquement, culturellement, je crois qu'au contraire, c'est un plus grand danger que de faire venir des étrangers supplémentaires. D'abord pour les étrangers qui sont déjà chez nous. C'est eux les premières victimes de l'immigration supplémentaire. Excusez-moi, vous n'êtes pas crédible. Mais arrêtez, avec vos résultats, vous croyez que vous l'êtes, vous ? Ma trajectoire personnelle emmerde beaucoup de monde parce qu'elle prouve justement que tous les discours qu'on tient depuis 40 ans et qui rabaissent la France et qui rabaissent l'identité française et qui rabaissent les Français sont faux. Ça veut dire que quelque part, cette France qu'on essaie de nier existe et j'en suis quelque part aussi le fruit puisque je ne suis pas né français. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, ce qui est possible pour certains, parce que je ne suis pas un cas unique, je ne suis pas là pour parler de moi. Non, mais vous n'êtes pas une généralité non plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui n'y arrivent pas en France, ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont noirs ou arabes. Ils n'y arrivent pas parce que très souvent, ils ne se donnent pas la peine. Mais vous avez aussi des blonds aux yeux bleus qui n'y arrivent pas. Alors qu'est-ce qu'ils disent, eux ? Quel racisme ils vont pouvoir mettre en œuvre ? Voilà. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? La société n'est pas une agrégation uniquement d'individus. Il y a quelque chose qui s'appelle une nation, il y a quelque chose qui s'appelle une civilisation. Ah. Or là, nous avons... Non mais attendez, je vous ai laissé parler. Allez-y. Souffrez que j'exprime un avis sans que vous m'interrompiez. Bazinga ! Alors, je suis très étonné de la part de quelqu'un qui appartient au courant écologiste, qui vient essayer de dire qu'en réalité, quand un couple lesbien ou homosexuel de manière générale n'arrive pas à avoir d'enfants, c'est pas un accident, c'est pas une maladie, c'est que la nature a voulu que ça se passe pas comme ça. Vous leur retirez ce désir d'enfant. C'est pas. Non, mais attendez. Non, mais c'est un sujet. Non, mais ils ont un désir d'enfant, bien sûr. Ils ont un père et une mère. Oui, mais justement. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y aura pas de père. C'est que ça, c'est une PMA sans père. Or, on connaît tous. Enfin, moi, j'en connais des gens qui passent plusieurs années, quand ils sont nés sous X dans les années 70, à essayer de chercher leur filiation. C'est un vrai sujet. Il y a une vraie volonté de savoir d'où l'on vient. L'être humain n'est pas un produit manufacturé qui sort d'une usine avec une DLC, une date limite de consommation. L'être humain, il appartient à un système, il est pris dans un système qui est à la fois un système filial et un système civilisationnel. Et puis si vous me dites... Vous pointez du doigt la question des donneurs et de l'identité. Si vous me dites simplement que la question, c'est finalement que l'enfant soit aimé, c'est l'amour, parce que c'est ça que j'entends. Après tout, et pourquoi pas non ? Il y a pas de. Mais dans ce cas-là, attendez, moi j'ai des amis musulmans qui sont polygames. Ils vous expliquent que dans une famille polygame, l'amour est tout autant présent. Alors pourquoi pas légaliser la polygamie à ce moment-là ? L'homme a besoin d'une verticalité, l'homme appartient à un système de valeurs qui est à la fois filial, national, civilisationnel, que le marché ne reconnaît pas, parce que ça pour le marché, ça s'appelle des différenciations.
Et tout ce qui différencie les êtres humains, le marché n'aime pas parce qu'il ne peut pas dérouler sa grande logique de maximisation du profit, au sens néolibéral du terme. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que cette parenthèse se referme. Et là, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Rosès. Il y a une volonté pour les individus de n'être pas seulement des individus, c'est-à-dire de redevenir des citoyens, de redevenir membre d'une nation, membre d'une communauté nationale. Est-ce que c'est un enfermement du monde? Je n'en sais rien, c'est peut-être le retour à un monde que je qualifierais de néo-westphalien, c'est-à-dire un monde qui finalement rejoint le monde qui se faisait avant la mondialisation néolibérale, qui est un monde où les États-nations redeviennent des acteurs majeurs, alors qu'aujourd'hui, les acteurs majeurs s'appellent les GAFA, etc. Donc aujourd'hui, c'est le grand retour des frontières, le grand retour des identités, le grand retour des peuples finalement et des nations dans l'histoire. Mais il y a certains pays qui résistent encore, la France notamment, le système français résiste encore à ce retour de la volonté du peuple, de la souveraineté, des identités, etc. Mais en réalité, cette page, on sent bien qu'elle se tourne. Trump en est l'exemple, alors on peut le critiquer, mais j'aimerais que vous soyez aussi critique à l'endroit de la politique menée par Emmanuel Macron et de ce qu'elle provoque qu'à l'égard de ce qui se fait aux États-Unis, où on a quand même des performances qui sont quand même très enviables vues de France. Emmanuel Macron applique à la lettre quelque chose de très simple. Ils disent tous que l'immigration est une chance pour la France. En réalité, vu comment c'est géré, l'immigration est devenue une chance pour ceux qui haïssent la France, pas pour la France. Parce qu'en fait, ils instrumentalisent l'immigration pour continuer à défranciser la France en quelque sorte. C'est-à-dire tous les problèmes identitaires que nous avons, déjà des vagues précédentes de migrants qui n'ont pas été intégrés, assimilés par la France, ça nous pose déjà d'énormes problèmes. Or, il est impossible de régler ce problème tant que le flux se poursuit. Donc c'est juste la rationalité, le bon sens, commande d'arrêter l'arrivée d'une immigration supplémentaire pour se donner la possibilité de gérer, si je puis dire, pardonnez-moi l'expression, le stock que nous avons déjà en France. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique comment, d'un côté, le taux de chômage des étrangers présents en France est 3 fois supérieur à la moyenne nationale, et on nous explique qu'en fait, il faut avoir plus d'immigrés pour remplir, commençons déjà par faire travailler les immigrés qui sont beaucoup plus souvent et beaucoup plus longtemps au chômage que la moyenne nationale. Une fois que ce chômage sera résorbé, on pourra penser à des quotas. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin de quotas. La France n'a plus du tout besoin d'immigration, ni en quota, ni hors quota. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. Moi, ça m'a fait plaisir de faire un montage qui ne parle pas d'horreur pour une fois. Qu'à cela ne tienne, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à aller voir la toute dernière vidéo de notre avocat Dorian Manzoli, qui a fait une vidéo en réaction à l'enrichissement suite à la Coupe d'Afrique. Une vidéo dans laquelle il pose une question qui est, ma foi, trop peu dans l'air du temps, même si elle est sur le bout de nos lèvres. Alors un immense merci aux tipeurs et aux gens qui m'ont envoyé des mails de soutien, des conseils et des propositions. Je vous suis très reconnaissant. À vous tous et aussi à celles et ceux qui partageaient mes vidéos. J'espère que vous prenez soin de vous, de vos enfants si vous en avez, de vos proches en tout cas. Moi, dans l'immédiat, je vais sortir prendre une douche de soleil parce qu'il fait méga beau à Bruxelles et que je suis pas sorti depuis une semaine. Et si j'ai un seul conseil à vous donner, ce serait de faire pareil. De pas penser à des trucs déprimants, ça sert à rien de se torturer mentalement. Ça peut paraître bateau dit comme ça, mais enfin voilà, je vais pas approfondir. Mais je refuse de croire qu'il n'y a pas d'espoir et je n'ai pas envie d'encourager le défaitisme avec certaines de mes vidéos. Donc voilà. En parlant d'espoir, j'ai mis la pétition en soutien à Tommy Robinson dans la description. Tommy Robinson est retourné en prison. C'est une pétition qui est lancée par les mecs du site d'info Adoxa. D'ailleurs, leur page Facebook vient d'être supprimée hier, je suis en train de lire ça maintenant, et il semblerait que ce soit à cause de la pétition de Tommy Robinson. C'est pas grave, il suffit d'aller sur leur site et de rentrer son adresse email pour recevoir la newsletter. On emmerde Facebook. Allez, à bientôt. Ciao ciao.